J'adorerais encore faire des albums. Moi, je vais te dire, dans mon ordi, j'ai de quoi sortir un album demain. Ouais. Il me dit non, mais je vais à l'hôtel, je suis avec une nana, tout ça. On se demande pourquoi les artistes qui ont eu autant de succès prennent des drogues. Et alors, The Weeknd, c'est TikTok peut-être? Ben ouais, papa, The Weeknd, c'est TikTok. Salut David. Salut. Tu vas bien? Ben écoute, je suis ravi d'être là. Je te disais juste en antenne que je t'avais découvert il n'y a pas longtemps et je trouve que ce que tu fais, c'est super. C'est gentil. Très content. Et surtout, je t'ai vu que dans les formats politiques, donc je suis un peu curieux de ce qui va se passer aujourd'hui. Mais c'est cool. On va parler de musique aujourd'hui. Il y a plein de choses que je veux voir avec toi. Ça me fait trop plaisir, franchement, de te recevoir. J'ai pas besoin de te présenter, ça fait plaisir. Tu fais partie des gens qu'on reçoit où, globalement, les gens, quand même, ont tendance à te connaître. T'es évidemment le DJ aujourd'hui le plus écouté au monde. T'es devenu une icône de la musique électronique au sens très large, mais tu as plusieurs casquettes et d'ailleurs on va creuser tout ça ensemble, les coulisses de tes différents métiers, de ton quotidien, la casquette de DJ, la casquette de compositeur, de producteur, on va voir qu'est-ce qui se cache derrière tous ces termes et de fait tu es aussi au sommet de ce milieu-là depuis longtemps. Moi je me souviens alors je suis pas non plus très vieux, mais quand j'étais tout petit, je me souviens que j'allais à la bibliothèque louer des CD de tes premiers albums. Soit c'était Pop Life. 2000, je saurais plus dire l'année. Deuxième album. Là, ça doit être 2002 ou 2003, un truc comme ça. Ah ouais. Donc j'étais déjà à fond à l'époque. Ouais. Ah ouais. Et donc forcément, je suis archi curieux aussi de voir comment toi tu perçois l'évolution de la musique, de ton travail aussi au fil des années, et forcément t'as un parcours qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde. Mais avant de poursuivre la vidéo, on voulait vous parler du partenaire qui nous permet de réaliser cette vidéo. Il s'agit de Boursobank, la banque la moins chère du marché depuis 17 ans, qui a pour ambition d'être la banque la plus rapide et la plus simple pour ses 8 millions de clients. Que ce soit pour ouvrir un compte, commander une carte bancaire ou même faire des virements à vos proches. Avec Boursobank, c'est super rapide, tout se fait en quelques clics depuis l'application. Mais surtout, c'est une banque qui permet de faire de grosses économies en proposant à ses clients des tarifs parmi les plus bas du marché. En 2024, ses clients ont payé moins de 10 € de frais bancaires en moyenne par an, contre 228 € en moyenne en France en 2025. Mais ce n'est pas tout. Boursobank permet aussi à ses clients de bénéficier de réductions, de cashback et de bons plans chez plus de 150 enseignes partenaires grâce à The Corner, sa marketplace intégrée. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez obtenir un bonus de bienvenue pour toute première ouverture d'un compte bancaire. Les conditions s'affichent à l'écran et on vous met le lien en description. Peut-être déjà pour commencer, t'as grandi à Paris. Très jeune, t'as commencé à t'intéresser au monde de la musique électronique au sens large. Aujourd'hui, on l'a dit, t'es un des DJ les plus écoutés au monde. T'as annoncé 2 Stades de France, on peut le dire maintenant, on va en reparler après, mais 2 Stades de France pour juin 2026. Est-ce que quand t'as commencé au tout début, tu visualisais déjà ou t'imaginais déjà la possibilité de faire ce que tu fais encore aujourd'hui? Non, pas du tout, parce que c'était absolument impossible de l'imaginer puisqu'il n'y avait aucun exemple. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les DJ sont établis, tout ça, mais tout ça, ça a demandé beaucoup de travail. C'était presque une croisade pour un style de musique, pour que les DJ soient reconnus. Mais moi, quand j'ai commencé, les DJ, c'était rien. C'est-à-dire que c'était un meilleur emploi d'être barman que d'être DJ dans un club. Donc, c'était pas possible, quand j'ai commencé, d'imaginer qu'un jour, je remplirais des stades. C'était même pas possible d'imaginer qu'un jour, le nom d'un DJ soit connu dans le monde entier. C'était impossible. Ça, c'est assez fou et c'est marrant parce que ça fait partie du coup de ces domaines. Je parlais du côté... J'avais interviewé Mr V, donc un youtubeur en France, et lui me disait à l'époque, pareil, quand il s'était lancé sur YouTube, le côté youtubeur, déjà, il n'y avait pas le terme au tout début et jamais ils envisageaient d'avoir une carrière. C'est partie de ces métiers qui sont nés. C'est ça qui est fantastique, je trouve, dans le... quand tu suis ta passion, quand il y a un truc générationnel, d'ailleurs, je pense que pour toi, c'est la même chose, tu fais un truc parce que tu l'aimes. Au départ, tu le fais pas parce que tu te dis je vais être connu, je vais gagner beaucoup d'argent. Et puis, en fait, comme au début, c'est une niche, t'es en haut de cette vague, ce qui est normal, parce qu'il y a tellement peu de gens qui font ça. Et puis, tout d'un coup, la vague, elle devient énorme. Donc, t'es en haut d'un truc énorme. Mais en fait, t'as juste suivi ton cœur, c'était pas un calcul. Et c'est pour ça, moi j'ai des enfants maintenant et j'essaye de vraiment les pousser à faire quelque chose qui les passionne, quelque chose qu'ils aiment, parce que on passe tellement de temps dans notre vie à travailler que je trouve que ça vaut le coup de se battre et même de faire beaucoup de sacrifices en début de vie pour pouvoir ensuite avoir toute une vie de bonheur en ayant un job qu'on aime, quoi. Oui, quel que soit le métier, le truc, est-ce que c'est en faisant des études pour faire quelque chose, pour être médecin, pour être machin? Quel que soit le métier. Non, c'est sûr, c'est des domaines, en fait, on retrouve tout ça. Et
Alors, on va parler des débuts, mais tu parlais là du moment où d'un coup la vague a pris et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Tu te souviens d'une période, soit d'une année, soit d'un show, soit d'un truc où tu t'es dit « Ah, là, il se passe quelque chose pour toi, mais pour aussi les DJ en général ». C'est tellement drôle que tu dises cette phrase parce que à l'époque, j'étais avec mon ex-femme Cathy et je disais exactement cette phrase. Okay. Je rentrais et je disais « Non mais là, il est en train de se passer quelque chose. Là, il est en train de se passer quelque chose. Je te jure, il est en train de se passer quelque chose. » Et parce que si tu veux, alors à un moment, ça a commencé, j'étais DJ et c'est marrant parce que je m'identifie souvent à des gens un peu comme vous parce que moi, je voulais passer de la house et les patrons de boîte de nuit me laissaient pas passer de la house. Et donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à être organisateur de soirée et je me suis booké moi-même, en fait, pour pouvoir jouer la musique que je voulais. Et en fait, c'est un peu ce que font les créateurs de contenu sur tu rejoins pas une chaîne Instagram de télé, tu crées ta chaîne. Exactement, parce que sinon, tu obéis aux règles de quelque chose qui ne te correspond pas forcément parce que c'est pas la même génération. Et en fait, de plus en plus, j'ai organisé mes soirées, ça a eu de plus en plus de succès. Et à un moment, j'étais directeur artistique et DJ d'un club qui s'appelait Le Queen. Et là, j'ai commencé un nouveau concept qui était d'inviter des DJ de l'étranger, chose qui n'existait pas avant que je commence cette soirée le vendredi au Queen. Et donc, j'invitais tous les DJ les plus célèbres du monde. C'était principalement, ils venaient de New York à l'époque. J'ai vu qu'il se passait quelque chose. Parce que quand je les invitais, c'est pas comme maintenant, parce qu'on disait, OK, je vais le faire venir parce qu'on va vendre plus de tickets. C'était vraiment moi, ouais. Et le patron de la boîte, il me disait, mais pourquoi tu veux payer à un mec à l'époque 10 000 francs alors que normalement, un DJ, ça me coûte 500 francs, ça n'a pas de sens. J'ai dit, oh, mais je te jure, pour l'image du club et tout ça. Parce qu'en fait, c'était ça, c'était partager ma passion. Et puis, au bout d'un moment, et c'est là où j'ai dit, là, il est en train de se passer quelque chose. Je me suis rendu compte que chaque fois qu'on invitait les DJ célèbres des États-Unis, puisque c'était essentiellement de là que venait la house music, là, on vendait de plus en plus de tickets, c'était fou et tout ça. Et là, je me suis dit, là, on est en train de passer dans un autre truc. C'est-à-dire qu'il y a des DJ qui vendent par rapport à leur nom. Et je me suis dit, mais là, c'est complètement dingue. C'est qu'aujourd'hui, ça paraît complètement logique. Évidemment. Enfin, mais parce que là, pour tout le monde, c'est une évidence. Mais à l'époque, pas du tout. Parce que les gens, ils allaient en boîte pour draguer. Ils allaient en boîte parce qu'ils disaient, la musique, elle est sympa dans cette boîte. Mais ils savaient pas qui mixait. Ils regardaient pas le DJ. Et la première fois que j'ai vu ça, c'était en allant à Londres. Et moi, j'étais un DJ qui était déjà même très à la mode à Paris. Je jouais dans tous les meilleurs clubs. Mais si tu veux, on me voyait pas. J'étais pas sur scène. Quand je jouais au bain, j'étais dans une pièce séparée. Donc il fallait littéralement, c'est okay. Ouais, j'avais un téléphone et tu vois, je mettais un disque et j'ouvrais la porte, je sortais pour regarder ce qui se passait sur le dance floor. T'avais même pas de retour sur ce qui se passait. Ouais, c'était un truc. C'est fou quand même, tu vois. Ouais. Et quand j'étais au Palace, qui était vraiment un club mythique à l'époque, j'étais dans la cave et j'avais une petite grille devant les yeux et je voyais les pieds des gens. Et puis, en 88, j'entends parler de la house music. On ne pouvait pas acheter de disques de house à l'époque à Paris. Et je vais à Londres avec toutes mes économies. Et là, je vais dans un club qui s'appelait Shoom et je vois un DJ sur scène avec le projecteur sur lui et les gens qui dansent en regardant le DJ. J'ai dit, OK, c'est ça que je vais faire. Et ça a été ça mon inspiration. Ouais, donc c'est marrant, le changement ou le changement d'échelle est venu aussi avec un changement dans la configuration de la scène finalement. Exactement. C'est-à-dire que les DJ ont pris la place. Exactement, parce qu'en fait, on a commencé à représenter un style musical qui était un style que personne d'autre jouait. En fait, à l'époque, on était très peu nombreux à jouer cette musique. J'ai commencé à peu près au même moment avec Laurent Garnier. Et puis, les gens nous suivaient parce qu'ils savaient que quand nous, on jouait, il y aurait une musique qui était complètement différente de ce que tu entendais à l'époque à la radio ou dans les clubs, quoi. Très intéressant. Pour parler d'ailleurs de ton début, j'ai une petite surprise pour toi, enfin une petite question de quelqu'un que tu connais, que j'avais interviewé il y a quasi 3 ans maintenant. Et on s'était dit, peut-être qu'un jour, on va faire une interview avec David Guetta et ce serait bien. Donc, si t'as une question, vas-y. Si tu veux, on va la regarder et après, je te laisse lui répondre. Salut David, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Déjà, je voulais te embrasser très fort et te dire que tu me manques. C'est vrai que David Guetta, c'est
à mon copain, de longue date. Non, en fait, je voulais te demander quel est l'endroit où tu as mixé pour la première fois. Donne-nous l'endroit et la date, s'il te plaît. Parce que je pense qu'il y a des gens dans cette vidéo qui vont voir cette vidéo sur la réponse. Même leurs parents n'étaient pas nés. C'est un ancien David. Il est beau, il est beau. Ah bah déjà, ça me fait super plaisir de le voir. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'ai plein de bons souvenirs avec lui. J'imagine. C'est assez émouvant, non, parce que je l'ai connu vraiment au tout début, à l'époque où je m'occupais des bains. Ouais. Et donc, c'était Omar et Fred à l'époque. Ouais. Et je me souviens très bien, parce que c'était un big deal de rentrer au bain. Et je me souviens quand ils sont venus, ils étaient genre émus. Ils me disaient, on est rentré au bain, c'est dingue et tout. Et je me rappelle vraiment très très bien. Elle a fait un parcours tellement magnifique et tellement positif aussi. Je trouve c'est un mec très positif avec des belles valeurs. Alors, écoute, je pense qu'effectivement, ça va être très surprenant. En fait, mes premières soirées. J'ai commencé à mixer quand j'avais, je pense, 12, 13, 14 ans. Et mes toutes premières soirées, c'était vraiment pas du tout une ambiance glamour. Moi, je jouais du funk, de la soul. Je jouais aussi bien dans des MJC, dans des quartiers difficiles. Je jouais, je faisais des mariages, des bar mitzvahs, et je jouais aussi dans ma cave. Okay. Et ce qui est très drôle, c'est que je vivais juste à côté de ton studio. Et je donnais des photocopies dans mon lycée. Okay. Et c'était 10 francs l'entrée. Incroyable. Et j'avais déjà quand même la bosse du commerce. Et je faisais payer une participation énorme pour rentrer dans la cave. C'était tout petit, hein, ces gens-là. La taille de ton studio, voilà, comme ça. Et donc, je mixais là et c'était funk, début du hip-hop, okay. Reggae. Alors, par contre, je jouais 8 heures, quoi. Tu vois, c'était soul, James Brown. Vraiment toute la nuit où t'enchaînais les trucs. Ouais. Très très bien. Ok, donc on a les premiers lieux à ce moment-là. Je suis tombé aussi récemment, puisqu'on est sur les extraits, un extrait de l'émission Pop Slayer. C'est une émission sur YouTube que j'aimerais te faire regarder avec un extrait d'interview d'une drag queen, Nicky Doll, qui parle de toi. Et je te propose de le voir et on en parle aussi juste après. David Guetta, il était allié quand c'était pas cool de l'être. On voit David Guetta comme un DJ hétéro qui était marié à Cathy Guetta, qui a bossé dans tous les clubs de Paris. David Guetta, il venait mixer le dimanche à l'Overkitsch, alors que vraiment un hétéro n'avait aucune chose à gagner à venir mixer pour les gays. Par contre, ce qu'il aimait, c'est que les queers, en général, que ce soit les lesbiennes, les non-binaires, les gays, aimaient vraiment la musique et adoraient danser. Et donc, en fait, son gig préféré, qui était le moins bien payé, était le dimanche au Queen sur les Champs-Élysées. Je me rappelle de ça parce que être allié, c'est bien quand c'est pas cool et que c'est dangereux de l'être. Qu'est-ce que tu te souviens regarde, j'ai des frissons. Écoute, tu vois, c'est marrant, ça te montre un peu mon parcours. En fait, ce qui s'est passé, là, je te parlais vraiment de mon adolescence. Le premier job que j'ai trouvé dans un club, alors que j'étais hétéro, c'était dans un club gay qui s'appelait Le Broad. J'avais 17 ans. Et moi, j'avais cette culture funk, disco, soul. Et là, le propriétaire m'a dit, bon, écoute, c'est super, t'es très, très bon. Mais dans notre communauté, il y a aussi la New Wave. Et donc, c'était pas du tout mon style, mais je jouais 8 heures. Hein, c'était, tu vois, comme un employé normal, quoi, en fait, 8 heures de travail. Et donc, j'ai appris ça. Et puis, moi, je me suis renseigné. Qu'est-ce qui se passe, comme j'ai toujours été fasciné par l'Amérique, qu'est-ce qui se passe dans les clubs gays aux États-Unis? Et donc, j'ai découvert en 87 la house music, qui était jouée au départ, les gens ne le savent pas, mais au début, la house music, c'était joué que dans les clubs gays. Et comme moi, j'ai adoré la house, j'ai commencé dans le milieu gay, tout comme Laurent Garnier d'ailleurs. Et ça, tout le monde a oublié cette partie-là. Mais en fait, le seul public qui nous suivait dans cette musique, c'était le public gay. Et donc, j'ai fait le club gay dont je parlais, le Broad. Après, j'ai ouvert un club qui s'appelait le Folie Pigalle. Je crois qu'il existe toujours d'ailleurs.
Et puis, j'ai ouvert le Queen avec Philippe Fassien. Et là, effectivement, c'était un club gay et gay-friendly. Et moi, j'étais le directeur artistique et aussi le DJ. Et évidemment, je bookais deux artistes. Mais c'est vrai que même à l'époque du Folies Pigalle, donc encore avant ce dont elle parle, j'avais le Folies Pigalle et tous les barman, c'était des drag queens. Donc moi j'étais à fond dans ce milieu parce que en fait il faut imaginer qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux et que les clubs à l'époque c'était là où il y avait un bouillonnement créatif et artistique. Donc en fait si tu voulais écouter une musique qui n'était pas la variété qu'on joue à la radio, t'étais obligé d'aller en club. Il n'y avait pas d'autre endroit où écouter cette musique. Si tu voulais voir un peu les nouvelles tendances dans la mode, il y avait les designers les plus connus du monde qui venaient en club pour s'inspirer, pour designer leur collection. Donc, en fait, les réseaux sociaux ont donné un accès à la musique, un accès à la mode complètement différent. Et donc, il y a un peu moins ce côté laboratoire dans les clubs qui était passionnant et effectivement très fort dans le milieu gay. Super intéressant. Ouais, donc, oui, c'est aussi la place du coup que prenait la boîte de nuit. Dans cet écosystème et à quel point ça jouait. Je pense que c'est le bon moment de poser une question que les gens se posent souvent sur ces différentes casquettes ou ces différents métiers. Enfin là, on parle de DJ, mais on te voit aussi sur scène. On a parlé des Stades de France que tu as fait. Moi, je t'ai déjà vu en festival aussi. C'est aussi une question que les gens se posent souvent de dire quel est le rôle d'un DJ quand je le vois sur scène, à quel moment est-ce qu'il mixe, à quel moment est-ce qu'il mixe pas, qu'est-ce qui est préparé en amont, qu'est-ce qui est pas préparé en amont. Est-ce que tu peux essayer de nous donner dans les très grandes lignes en général les différences Absolument, parce que c'est vrai qu'il y a, c'est bien que tu en parles parce qu'il y a beaucoup de confusion en fait sur ce qu'on fait. Non, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, et d'ailleurs c'est comme ça que les DJ sont devenus vraiment célèbres. Il y a certains DJ qui ont commencé à créer leur propre musique. Il faut bien faire une différenciation entre le métier de DJ et le métier d'artiste-producteur. C'est vraiment pas le même métier. Il y a des DJ, et j'ai énormément de respect pour les DJ résidents, qui jouent un rôle très important, justement, des fois dans les tendances musicales, et qui peuvent éduquer les gens. Oui, qui font un travail de curation, tu veux dire qu'ils vont aller absolument. Faire émerger des artistes Exactement, ou des tendances. Exactement, et qui peuvent faire découvrir des nouveaux styles musicaux. Et puis, à côté de ça, il y a des gens qui sont aussi musiciens, en plus d'être DJ, et producteurs, et qui écrivent, composent des chansons, les produisent, ou alors il y en a certains qui ne savent pas forcément écrire, et puis qui prennent des samples. Et puis, ces gens-là, ils ont un travail au niveau du choix des sons. Alors, je vais faire un peu, je vais essayer pas d'être trop long, mais pour qu'on comprenne bien. Ouais. Le travail dans un studio, quand on crée une chanson, au départ, c'est pas tous les DJ qui font ça, mais en réalité, si tu regardes ceux qui ont le plus de succès, c'est ceux qui sont capables de faire ça. Des gens comme Calvin Harris ou Swedish Mafia ou moi ou Snake. C'est-à-dire que on peut aller dans un studio et se mettre sur un piano, jouer des accords et être avec un artiste et écrire une chanson de manière ultra traditionnelle. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de boîte à rythme, il n'y a pas de synthé, il n'y a pas tout ça. Et une fois qu'on a cette chanson, on peut décider d'en faire un titre de reggae, d'en faire un titre de disco ou d'en faire un titre d'EDM en fonction de la manière dont on le produit, c'est-à-dire en fonction des sons qui sont utilisés. Et le choix des sons définit aussi le genre musical, ainsi que les choix rythmiques. Ouais, même mélodie ou une même top line peut être interprétée différemment, et donc ça peut donner exactement. Et même avec le même tempo, si tu fais ce qu'on appelle un four to the floor, c'est-à-dire poum, 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 ça fait pas la même chose que si tu fais poum, ka, poum, poum, ka. Pourtant, c'est le même tempo. Et donc, tu peux faire un morceau qui va sembler être hip-hop, avec où tu peux prendre le même rap et mettre le pied sur tous les temps, et ça va être peut-être un truc électronique super barré. Donc, c'est ça le métier de producteur. Et pour que tout le monde comprenne,
la même mélodie, si tu la joues avec des violons ou avec un synthé ou avec une guitare électrique, ça va pas donner la même émotion. Et pourtant, c'est exactement les mêmes notes. Donc, c'est un peu ça le principe général. Donc, il y a des DJ qui jouent les disques des autres, et puis il y a des DJ qui jouent leur propre production. Et ce qu'on fait sur scène, on n'est pas en train de faire de la création musicale. On met des morceaux les uns derrière les autres. Alors, évidemment, avec plus ou moins de talent, en étant capable de lire le public et de mettre les morceaux au bon moment, de mixer le bon morceau avec un autre morceau qui va bien avec et qui est dans la même tonalité, par exemple. Bon, c'est un peu quand même un petit peu un art de bien le faire, mais on n'est pas en train de composer de la musique sur scène, quoi. Ouais, bien sûr. Très clair. Non, mais ça montre aussi, c'est pas de comprendre un peu les différents métiers. Et j'imagine aussi qu'après, toi, selon les types de sets que tu joues ou le public, etc., bah, c'est parfois plus de taf en amont. Typiquement, j'avais interviewé Snake il y a quelques mois. Lui me disait qu'effectivement, un Stade de France, par exemple, c'est beaucoup de prépa en amont pour composer tout ça et se dire comment est-ce que tu construis ton truc. C'est peut-être différent, peut-être d'un... Je sais pas, quelque chose que tu fais en club Ibiza, ou autre. Ouais. Complètement. Par exemple, à Ibiza, je joue 3h30, 4h quand je joue à Universe. Le public, c'est un public de fans de David Guetta, le DJ. Ça veut dire que, bien sûr, je vais jouer mes disques, mais je vais aussi jouer des disques d'autres gens. Et quand je vais jouer dans un festival ou un concert David Guetta, ça va être à 100% ma musique. Mais ce que je vais faire, comme je veux à chaque fois donner une expérience unique aux gens, j'ai pas envie que tu aies l'impression d'écouter la radio. Donc, je vais faire des versions spéciales qu'ils ne peuvent écouter que quand ils viennent me voir en live. Donc tout ça, en fait, ça veut dire que c'est comme de créer l'équivalent de 3 albums pour un show. Et c'est ce que je vais faire pour le Stade de France. Ouais, tu crées une expérience et un truc... on reparlera du Stade de France après, mais effectivement, j'ai très hâte de voir ça. Et comment t'avais appris au début tu vois, être DJ aujourd'hui, on en parlait avant de commencer l'interview, c'est vrai que t'as plein de choses sur YouTube, si tu veux commencer à faire ça, t'as de quoi faire. Mais à l'époque, je veux dire, c'était quoi tes références? Comment t'allais j'en avais pas. J'en avais pas et c'était super compliqué parce que il y avait pas un tutoriel. Et donc, en fait, la manière... Là, je vais vraiment passer pour un dinosaure, là, c'est chaud. Mais si vous voulez, il y a eu un phénomène qui s'appelait les radios libres. OK ? Et les radios libres, c'était par exemple à l'époque Énergie, mais Énergie c'était rien du tout. Faut c'était pas installé comme c'est aujourd'hui. C'était les radios qui étaient importantes, c'était RTL, les radios qui étaient des radios très adultes en fait. Et en fait, il y a eu un mouvement de jeunes qui en avaient marre d'écouter de la variété française. Et puis tout d'un coup, il y a des radios libres où des DJ de boîtes de nuit sont venus faire des sets de DJ à la radio. Mais il n'y avait pas de directeur de programme, ils étaient complètement libres. Donc en fait, moi j'ai découvert le mix et le funk à la radio. Et donc j'allais à l'école, j'étais très très jeune, j'avais genre 11-12 ans. Et je me souviens très bien que je voulais absolument enregistrer les mix avec les cassettes à l'époque. Et il fallait que je me cachais, je disais que j'allais me coucher. Et puis, comme c'était des fois à 11h ou à minuit, en fait, je restais réveillé pour pouvoir enregistrer. Et après, j'essayais de comprendre mais comment ils font pour que les transitions soient aussi bien faites. Et puis, je me souviens très bien, j'avais une platine, une table de mixage, et j'avais pas assez d'argent pour avoir 2 platines. Okay. Donc, j'écoutais la radio, et j'essayais en tout cas de mixer entre ce qui était à la radio et ma platine. Tu visualisais le truc et t'essayais de voir si la transition fonctionnait entre Exactement. Et parce que j'avais quand même une table de mixage, mais j'avais pas 2 platines, quoi. Et je me souviens très bien, la première fois que j'ai réussi et que j'ai compris qu'en fait, il fallait que je change la vitesse du disque pour l'adapter à la vitesse du premier disque.
C'était avec Billie Jean et Oliver Chitton, Get Down on Saturday Night. Et j'oublierai jamais, parce que ça a été un déclic magique dans ma tête. La révélation du truc où ça match. match. Mais si tu veux, il fallait être capable de le trouver soi-même, quoi. Et puis j'étais trop petit pour aller en boîte. Oui, bah, j'avoue qu'en plus, oui, tu avais commencé tellement jeune que tu avais aussi quelques années pour pouvoir évoluer, quoi. Aujourd'hui, forcément, tu es une figure connue à tout point de vue, reconnue. On a dit en plus que les DJ, non seulement leurs noms sont connus, mais leur visage aussi. C'est pas le cas de tous, évidemment. Tu as des DJ qui ont choisi de ne pas montrer leur visage. Alors, on pense au Daft Punk, mais comme on peut penser à d'autres artistes aujourd'hui qui le cachent. Si c'était à refaire, est-ce que tu aurais aimé être inconnu comme les Daft Punk et jouer avec un casque ou un masque ou un truc? Ou comment tu le vois aujourd'hui? Non, je suis super content de tous les choix que j'ai faits. Parce que, en fait, je suis très peu dans les médias. Là, effectivement, je fais un peu de médias parce que, bon, le Stade de France, c'est un gros morceau quand même pour remplir. Mais j'ai une vie assez normale. Bon, les gens me reconnaissent, mais c'est pas dans l'hystérie. C'est-à-dire, c'est beaucoup des sourires, beaucoup des... Bon, des fois, on me demande des photos, mais c'est très sympa. C'est pas un truc qui me pèse. Ça peut arriver que des fois, ce soit difficile à contrôler, mais c'est plutôt rare. Et donc, je trouve que j'ai trouvé un bon équilibre parce que je joue pas trop le jeu du showbiz, on va dire. Et en même temps, j'arrive à avoir, et c'est ça le plus important pour moi, des salles qui sont super remplies comme peu d'artistes dans le monde, et d'être toujours, en gros, dans les 10 artistes les plus streamés au monde, ce qui est complètement fou. Pas l'artiste dance music, tout artiste confondu. Ouais. Donc, c'est assez dingue. Oui, c'est sûr que tu prends le top 10 Spotify aujourd'hui. Je pense que tous les autres noms qui y figurent ce sont tous des gens qui sont dans le showbiz. Ouais. Donc, moi, j'ai quand même réussi à... OK, on me reconnaît, mais c'est pas non plus... je suis pas dans la vie quotidienne des gens. Et donc, j'arrive à avoir une vie de famille normale et c'est assez agréable. Donc, je pense que j'ai trouvé un bon équilibre. Ouais, non, mais c'est vrai que même quand j'y pense plus largement, je pense que ton visage est quand même très, très connu, mais je sais pas, alors je dis ça très spontanément. Tu vois, un Calvin Harris, par exemple, je pense que je pourrais le reconnaître. Alors, enfin, c'est quand même un des gros DJ au monde. Je pense que je pourrais le reconnaître, mais si je le croise dans la rue, je pense que je tique pas. Tu vois, je pense qu'il y a pas un truc. Oui, alors, on est très amis avec Calvin Harris. Et lui, en fait, on en a beaucoup parlé de ça, parce qu'il a eu un moment, quand il était avec Taylor Swift, et alors là, il vivait à Los Angeles, et il s'est mis à fond dans le système, quoi. Et il me disait, ça a été un moment qui n'était pas du tout un moment heureux pour lui. Ouais. Et il me disait, en fait, c'était pas moi. J'étais dans le système médiatique. Ça a aidé ma carrière, mais je n'étais pas heureux du tout. Ça prenait presque plus de place que la musique ou ton travail. Exactement, exactement. Et en fait, c'est lui, volontairement, qui a quitté Los Angeles, qui a changé de vie. Et il est beaucoup plus heureux maintenant. Et en fait, on est un peu similaires. Sur ça. C'est-à-dire qu'on est dans cette histoire pour la musique et on s'est retrouvé à être célèbre un peu par hasard malgré nous. Parce qu'encore une fois, on parle de ton début, c'était inconcevable d'imaginer tout ça, donc oui, ça ne pouvait pas être un objectif au moment où tu le faisais. Au moment où j'ai choisi de faire ça, c'était impossible de penser qu'il y aurait même un jour un DJ connu. Ouais. Et si tu n'avais pas été artiste ou DJ, ou du coup on va pas faire tous les noms, mais en gros tous tes métiers-là, tu aurais fait quoi comme métier? T'as une idée de... Oui, je pense que j'aurais été promoteur de club. Et c'est ce que j'ai fait pendant un moment. Parce que justement, quand j'ai commencé, c'était très dur de gagner sa vie en tant que DJ. Parce qu'en gros, moi, comme j'étais passionné de musique, tout ce qu'on me donnait comme argent, je le dépensais en disques. Donc, je gagnais jamais rien, quoi. Et donc, j'ai commencé à organiser des soirées. Et puis... Et vraiment, c'est une leçon de vie, je trouve, assez importante, parce que ça s'applique à tout. C'est-à-dire que si ça marche pas dans ce que vous faites, que vous êtes artiste, que ce soit acteur,
Ça peut être chanteur, DJ, n'importe quel métier artistique. Ben, en fait, il faut se booker soi-même. Et il faut faire sa propre promotion. Et moi, j'ai organisé des soirées pour pouvoir être DJ dans mes soirées, en fait. Faire tout ça, ouais. Et je pense que c'est un peu, d'une certaine manière, ce que tu fais. Ouais, non, mais complètement. Et je pense que oui, les réseaux ont clairement changé la façon de pouvoir émerger, quel que soit le domaine. Et c'est assez... Et je pense que oui, et je pense même, tu vois, mais c'est la même chose pour un acteur, par exemple. Il peut très bien dire, OK, j'ai pas d'agent, personne me book pour des films. Ben, je vais, avec mon téléphone, je vais produire un petit film et le mettre sur Internet. Complètement. Voilà. Non, ouais, c'est quand même... Ça, par contre, je trouve que c'est une époque tellement fantastique en termes de possibilités artistiques. Il y a plus de concurrence, donc c'est plus dur pour les nouveaux qui arrivent maintenant. Mais en même temps, il y a une démocratisation, il y a la chance à toute personne qui a envie de se battre et qui a le talent pour y arriver. Et comment tu vois c'est vrai que c'est une des questions que je voulais te poser sur l'impact des réseaux sociaux. On a beaucoup parlé de la question de TikTok et comment est-ce que TikTok a bouleversé certaines choses dans les écoutes et l'émergence d'artistes. Il y a aussi des débats qui reviennent souvent sur... En gros, est-ce que les réseaux sociaux et même les plateformes font que tout le monde écoute la même chose ? Est-ce qu'à l'inverse, ça fait émerger des nouvelles tendances ? Toi, comment tu sens le truc aujourd'hui dans ce que tu fais ? Est-ce que tu as l'impression que ça fait émerger des nouveaux artistes ? Est-ce que, même toi, comment est-ce que tu as vu l'évolution de ton travail ? Alors, c'est un sujet très intéressant. Moi, ce que j'observe et que je trouve génial, c'est que TikTok... tu ne peux pas craquer le système. C'est impossible à comprendre. Toutes les maisons de disques essayent de le faire. Tous les artistes essayent de le faire. Moi-même, j'ai essayé de le faire. Si j'étais capable de le faire, je le ferais. Mais c'est pas possible de comprendre pourquoi un titre devient une trend. Le résultat de ça, c'est qu'en fait, la manière de consommer la musique et la manière pour les artistes de la produire est différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de me stresser en me disant que si jamais je me plante, c'est une horreur, c'est une catastrophe, je perds ma carrière, ce qui était un peu le cas avant, et ce qui rend très malheureux quand tu es artiste. Et maintenant, je fais toute la musique que j'aime, avec tout mon cœur, avec toutes mes tripes, et je laisse les gens choisir. Et ça m'appartient plus, en fait. Et donc, du coup, en tant qu'artiste, c'est beaucoup moins angoissant. Et l'autre chose que je trouve très positive avec TikTok, c'est que, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des trends qui peuvent autant arriver sur des musiques super pointues, ultra nouvelles, que sur des classiques des années 80 ou des années 90. Et donc, en fait, ça fait que ça ouvre l'univers musical des gens beaucoup plus qu'avant. Parce qu'on dit que les gens sont enfermés dans des algorithmes, et c'est vrai, mais en même temps... Il y a une forme de mystère qui reste... En même temps, non, mais tu peux... Il y a des choses c'est très marrant, parce que moi, j'ai été... je sors d'une phase, et ça y est, j'en sors là, mais j'ai eu une phase où j'ai utilisé beaucoup de samples, alors que je ne l'ai jamais fait dans ma carrière. Et en fait, j'ai fait ça aussi parce que ça a commencé avec I'm Good. Et I'm Good, il faut savoir que j'avais fait le titre 3 ans avant, et la maison de disques n'avait pas voulu le sortir. Et en fait, quelqu'un l'a alors que ça se retrouvait être aujourd'hui peut-être un des plus gros... c'est mon plus gros hit. Indétrônable peut-être de Titanium. C'est mon plus gros hit. C'est plus gros que I Got a Feeling. C'est plus gros que I Got a Feeling, c'est plus gros que Titanium, c'est plus gros que tout ce que j'ai fait. C'est fou. Alors que c'est un truc que j'ai fait en vraiment genre 2 heures, quoi. Et c'est un truc qu'on a fait en studio avec Bibi Rexha pendant une autre séance. On était en train d'écrire une autre chanson, c'est pour ça qu'on était ensemble, et on a dit, tiens, on a encore un peu de temps, viens, on fait un truc pour rigoler. Incroyable. Personne ne veut sortir ce disque, et je le joue à Ultra, c'est diffusé sur YouTube. This one is exclusive Ultra. Et quelqu'un sample I'm Good de mon set d'Ultra et fait un TikTok avec, et ça devient un tube énorme sur TikTok sans que je sois au courant. Et là, Bibi Rexha m'envoie un message en me disant « Mais tu vois ce qui est en train de se passer ? C'est énorme. » Et imagine,
j'ai 2 semaines, parce que le timing, comme tu sais, c'est très important avec les social media, et j'ai 2 semaines pour finir le disque et le sortir. Je produis le disque pour un peu upgrader le son, parce que là, j'avais fait une version festival parce que là, tu l'avais fait juste un peu plus dur, pour pouvoir le jouer. Parce que comme je te disais, moi, je fais toujours du contenu exclusif pour mes shows, et je joue le titre, jamais j'oublierai ça. Je joue le titre à Creamfield, un festival en Angleterre, et à Ibiza. Et alors que le titre n'est pas encore sorti, tout le monde chante. Et là, je me dis, mais c'est dingue. Et c'est là où j'ai compris le pouvoir de TikTok. Et ce qui est, pour l'anecdote, il faut rendre à César ce qui est à César, j'avais mes 2 enfants, et un jour, on est en train de dîner avec leur maman, Cathy, et Elvis et Angie, à l'époque, ont, je crois, 14 ans et 9 ans, un truc, et 10 ans. Et puis, ils nous disent, non, mais vous savez que là, tous les hits, c'est TikTok, hein. Et nous, carrément, on se fout de leur gueule. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et alors, The Weeknd, c'est TikTok peut-être? Ben ouais, papa, The Weeknd, c'est TikTok. Je dis n'importe quoi, mais qu'est-ce que vous racontez? Et tu vois, le truc de génération, en fait. Parce que là, c'était le début de TikTok. C'était dans 2020. Et moi, j'étais encore dans ce truc, les artistes, il faut les albums et tout ça. Là. Et en fait, ils avaient complètement raison, et l'avenir l'a prouvé, quoi. Non, et depuis, j'écoute mes enfants avec beaucoup plus d'attention. C'est eux, ils sentent les tendances. Ils sentent forcément. Non, mais c'est vrai que ça a eu un impact de ce point de vue-là qui est immense. Et c'est vrai que oui, il y a une période, mais c'est pas que toi, même en France, tu vois, il y a eu une grosse vague de travail sur du sampling et sur des reprises de sons qui pouvaient dater, etc. Et c'est venu, j'ai l'impression que c'est venu d'un coup. Effectivement, dans l'électro, c'est un bon exemple, dans l'EDM et tout, mais même, encore une fois, dans le rap, là, ces 2-3 dernières années, il y a eu une vague de ça. Et je sais pas, c'est des questions de cycle, toi, que tu observes, ou des choses déjà, il y a une règle, un petit truc que je donne à tous les producteurs qui nous écoutent. Il y a la règle des 20 ans. Okay. C'est-à-dire que toute ma vie, je me suis inspiré de la musique qui était à la mode il y a 20 ans. Okay. Et ça marche à tous les coups. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'ai eu un premier hit en 2001 avec Just a Little Love. Et en fait, je m'inspirais de la musique des années 80. Et tu vois que maintenant, ce qui est à la mode, c'est le son des années 2000. Et c'est toujours comme ça. Même dans le style vestimentaire, tu as beaucoup de choses des années 2000. Même dans le style vestimentaire, c'est la même chose. Donc en fait, tu regardes ce qui se passait il y a 20 ans. Et pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce qu'en fait, il y a une génération qui était enfant, qui a entendu les trucs de leurs grands frères, qui n'avaient pas vraiment accès, et le temps qu'ils grandissent, ils redécouvrent ça. Et donc, en fait, ça, c'est un peu ma recette secrète, et c'est ce que j'ai fait avec I'm Good. Trop intéressant. Merci de la dévoiler, ici. Mais non, mais c'est fascinant, mais ça peut expliquer aussi pas mal de choses. Et comme on disait, TikTok a aussi beaucoup contribué à ressortir des vieux morceaux avec des trends, alors que sinon, ça n'aurait pas été possible parce que les gens ne connaissent pas forcément ces morceaux, et ils les redécouvrent. Et moi, je trouve ça fantastique parce que aussi bien on peut découvrir des tendances qui sont super underground et qui peuvent devenir des trends, que des énormes classiques. Et je trouve que ça aide à la culture musicale des plus jeunes. Non, mais c'est sûr et certain. Et face à ça, du coup, y a la question qui revient souvent des albums et de la pertinence ou de l'intérêt à faire des albums. Toi, comment est-ce que tu navigues sur cette question aujourd'hui? Est-ce que tu es toujours en mode je veux faire des albums et c'est important pour moi? Est-ce que tu te dis non, mais je me pose moins la question et je sors des trucs? Comment tu le vis? Alors, je vais être tout à fait honnête avec toi. J'adorerais encore faire des albums, parce que pour moi, quand tu fais un album, c'est un statement artistique. C'est un travail global, et tu peux avoir dedans des singles qui sont des hits, et puis tu peux aussi faire des morceaux d'albums qui peuvent te tenir énormément à cœur artistiquement, faire partie d'une histoire, d'un moment de ta vie, mais peut-être qui ne sont pas assez
fort commercialement pour être un single. Et donc, moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, et je l'ai vécu la dernière fois que j'ai fait un album, c'est que auparavant, un album comme Nothing But The Beat, où il y avait, je sais plus combien, 11 singles, c'est complètement dingue, il n'y a que des hits dessus, je le travaillais sur 2 ans. Aujourd'hui, tu sors un album en streaming, chaque playlist choisit les morceaux qu'il veut. Donc, ton album, en fait, au bout de 3 mois, il est vieux. Donc, ça veut dire que pour moi, qui aime faire des albums qui sont super complets, j'ai jamais fait des albums où je mets 3 disques forts et le reste, c'est des trucs de remplissage. En fait, ça revient un peu à cramer des singles pour rien. Donc, du coup, je fais plus d'albums. Parce que je préfère sortir les disques les uns derrière les autres. Pour s'assurer qu'il n'y en ait pas qui passent à la trappe. Pour rien. Parce que c'est vrai que pour que tout le monde ait le contexte, les playlists aujourd'hui sur les plateformes jouent un rôle immense dans la découverte de nouveaux sons et de titres ou d'artistes. Exactement. Et donc, je comprends très bien la philosophie de si c'est pour faire un album avec 20 titres et que t'en as que 5 qui sont sélectionnés et le reste, alors t'auras toujours évidemment des fans ou quoi qui l'écouteront, mais c'est pire que ça. C'est que même quand on a 5 qui sont sélectionnés, c'est dilué. Et ce qui fait un hit, c'est la concentration de tous les médias en même temps et l'attention du public sur un titre. Mais si tu le dilues sur 10 titres forts, en fait, tu as 10 titres OK et puis tu n'as pas de hit. Super intéressant. C'est fascinant. Non, mais je me pose la question parce que je pense que j'ai l'impression que c'est une question qui revient souvent chez des artistes, de se dire est-ce qu'on doit continuer à faire des albums, et certains veulent le faire parce qu'effectivement tu as une dimension artistique dans tous les cas ils ont presque besoin de ça et artistiquement je te dis vraiment j'aimerais, moi je vais te dire dans mon ordi j'ai de quoi sortir un album demain. Mais en fait tu vas me l'envoyer je te jure la dernière fois j'ai été tellement frustré parce que j'avais pour moi en particulier un titre que j'adorais et qui était pour moi un single énorme. Et puis on m'a dit, non, c'est trop tard, quoi. Ça y est, ton album, il est vieux. Et vieux au bout de 4 mois, mais c'est de la folie. Et en fait, c'est ça, c'est que le système de la consommation de la musique, il s'est accéléré énormément. Comme tout, comme la mode, tout, ça va très vite. Et tu vois aujourd'hui... on parlait de la question de la difficulté parfois à savoir qu'est-ce qui va fonctionner sur TikTok. Et c'est vrai que même en France, c'est avec des artistes français, j'ai pas mal d'exemples j'avais interviewé This Is puis Damso après, et les deux m'avaient parlé notamment d'un son qu'ils avaient fait ensemble, ou un son qui avait explosé, alors que c'était le son, quand tu l'écoutes, qui est le moins... Enfin, tu pourrais l'écouter comme ça et dire c'est le moins TikTokable possible parce que c'est en plusieurs parties, c'est un truc un peu plus expérimental, et pourtant ça a explosé. Sur la question plus largement d'un tube, qu'est-ce qui fait qu'un son explose ? Est-ce qu'aujourd'hui, après ces années-là, tu arrives à l'anticiper, tu arrives à le voir ? Est-ce qu'il y a des patterns ou des choses qui reviennent tout le temps ? Comment tu vois ça ? Alors, c'est un peu, si tu veux, la réputation que j'ai dans le milieu, on va dire, c'est un peu ça ma force. C'est que ma formule, ça a toujours été comme je suis DJ et que à Ibiza, je sors beaucoup, je vais aussi dans des soirées beaucoup plus underground. Et donc, ça m'inspire énormément d'un point de vue du son. Et je t'expliquais tout à l'heure la différence entre écrire des chansons et le son, c'est-à-dire la production. Et donc, en fait, moi, ma force, c'est que j'ai une chance, c'est que j'ai une oreille qui est très pop. Donc, je suis attiré de manière naturelle par des mélodies qui accrochent l'oreille et les gens arrivent à s'en rappeler. Mais c'est pas volontairement. Je fais ce que j'aime et j'ai la chance que généralement, j'aime ce que les gens vont aimer d'ici 1 an. Et comme je suis dans ce milieu quand même où je sors, que je vais dans plein de soirées underground, j'ai cette force mélodique avec le son le temps que le disque sorte, c'est ce qui va être à la mode, on va dire. Tu vas dans les soirées underground d'Ibiza cet été, tu peux savoir que ce qui va se passer l'été prochain en France, quoi, en gros. Et donc, en fait, en alliant les deux, ça donne une chanson qui est en même temps forte en émotion et donc qui peut toucher un plus grand public.
et qui en même temps a une énergie jeune et qui te fait danser. Voilà. Trop intéressant. Ouais, donc tu arrives quand même à le sentir, mais c'est une question de naturel aussi qui peut mais venir. c'est pas l'algorithme il marche comme ci ou comme ça. Non, c'est plus un feeling que tu as sur le truc. C'est juste que je suis comme ça et c'est marrant parce que en fait, tu sais, c'est un tout petit monde. C'est-à-dire que les gens ne savent pas forcément ça, mais tous les artistes qu'on adore, en fait, il y en a très peu qui écrivent leurs chansons. Donc, il y a des gens comme moi, j'ai aussi un métier où des fois, je produis des titres pour d'autres artistes. Par exemple, je sais pas, un article One Last Time de Ariana Grande, bon, personne ne le sait, mais c'est moi qui ai fait ce titre pour elle. Et donc, en fait, tu peux pas réellement prévoir où va la musique, mais souvent, les songwriters avec qui je travaille et les artistes me disent « Non, mais de toute façon, on t'écoute. » C'est juste que j'ai tendance à aimer les choses que le plus grand nombre va aimer. Voilà. Non, mais donc ça peut aider effectivement là-dessus. Alors, t'es connu aussi, et tu viens de le dire, pour avoir collaboré avec plein d'artistes différents. Certains artistes peut-être moins connus que d'autres d'ailleurs, mais il y a évidemment dans les noms des superstars qu'on connaît, dont certaines d'ailleurs que tu as participé à faire émerger. Est-ce que tu as des rencontres, toi, qui ont été marquantes dans ta carrière, des rencontres où il y a eu une sorte d'avant-après qui... Ah oui, plein, bien sûr. Ouais. Est-ce que de toute façon, la vie, c'est ça, c'est une succession de rencontres et d'événements qui sont des opportunités. Ouais. Et je crois vraiment qu'en fait, tu sais, les gens disent t'as de la chance. Je pense qu'en fait, les gens qui ont de la chance, c'est juste des gens qui arrivent à voir une opportunité. Je crois que tout le monde a des opportunités, mais il y a des gens qui la chopent pas quand ils la voient. Et en fait, oui, bien sûr, il y a des gens qui ont été très importants dans ma carrière. Quand j'ai commencé, j'avais très peu d'habilité technique parce que moi, j'étais un DJ, j'étais pas un compositeur à la base. Là, je parle de ça il y a 25 ans. Hein, et j'ai commencé à travailler avec Joachim Garraud, qui m'a aidé d'un point de vue technique. J'ai travaillé au tout début avec Chris Willis. On était quand même un peu léger en termes de composition. C'était très basique ce qu'on faisait. Mais par contre, Chris, il nous a amené il était chanteur de gospel, donc il avait un très très gros niveau au niveau harmonique. Donc j'ai appris de l'harmonie avec lui en fait parce que c'était quelque chose qui était complètement étranger à mes connaissances. Et puis il y a eu lui, il y a eu des gens comme Fred Rister qui nous a quittés malheureusement, mais qui a été très important dans ma vie aussi. Et puis des gens qui m'ont donné ma chance. Comme Kelly Rowland à l'époque, qui sortait de Destiny Child. C'était la première fois qu'il y avait une star qui s'intéressait à mon travail et qui m'a proposé qu'on fasse un disque ensemble, ce qui était fou parce que j'étais inconnu aux États-Unis. will.i.am qui m'a demandé de travailler sur son album. Alors qu'encore une fois, la dance music en Amérique, à l'époque, c'était rien du tout. À la radio, il n'y avait que du hip-hop, de la pop ou du rock. Et puis, on a vraiment ensemble changé la couleur de la radio américaine avec I Got a Feeling. Et puis, en même temps, j'avais Sexy Beach et Memories et tout ça. Donc, toutes ces rencontres, effectivement, elles font une évolution de carrière. Et puis, sinon, il y a aussi, on va dire, un certain acharnement de ma part. C'est-à-dire que, par exemple, un jour, je te donne une anecdote. Je viens de sortir When Love Takes Over avec Kelly Rowland. Et puis, je sors de scène et je suis dans un festival Radio One, donc la radio la plus importante en Angleterre. Et je sors de scène et il y a Akon qui va jouer juste après moi. Tu connaissais pas encore et que je ne connaissais pas. Et je l'avais croisé une fois dans un show, mais bon, comme ça, quoi. Et il me dit, non mais c'est dingue, c'est toi qui as fait When Love Takes Over, j'adorais Love Is Gone, mais t'es vraiment très très bon.
on devrait travailler un jour ensemble. Mais je connais le coup des Américains. C'est toujours, Ouais. ah ouais, faut qu'on se voit, prends mon numéro, et puis t'as plus jamais de nouvelles du mec. Et je dis, ah ben écoute, super, moi je suis prêt, je loue un studio ce soir. Et je me rappelle, c'était un dimanche, on était à Londres. Et il me regarde un peu, genre bizarre, il est, tu sais, il est décontenancé, tu vois. Il me dit, ok, mais j'y crois pas. Ok. Tu dis, vas-y, on tente et on verra. Je tente. Ouais. Je loue le studio. Et moi, j'attends. Tu vois, j'attends qu'il ait fini son show. Et quand il finit son show, il a dû se dire, mais c'est qui ce malade? Et là, le mec, je lui dis, bon, c'est bon, j'ai loué le studio. Donc, on y va ce soir. Il me dit, ouais, ok, sans problème. Donne-moi l'adresse, je te retrouve là-bas. J'ai dit, non, t'inquiète pas, je vais rester avec toi. Je te colle. Donc, je le suis. Il me dit, non, mais je vais à l'hôtel, je suis avec une nana, tout ça. Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Et je t'ai déjà quand même très connu. Hein. Je vais à l'hôtel, à Londres, et je l'attends dans le hall pendant 3 heures. Non, mais parce qu'il y avait un côté peut-être presque un peu humiliant pour moi. Mais si redescendait pas, c'était un peu dur. Mais je l'ai fait. Incroyable. Et c'est ce que je veux te dire, c'est que quand je parlais tout à l'heure des opportunités de la vie, c'est que des fois, il faut être capable de mettre son ego un peu de côté et de dire, ok, de toute façon, si j'essaye pas, c'est sûr que je vais pas y arriver, au moins j'essaye. Trop bien. Et on est allé au studio et dans cette nuit, on a écrit Sexy Beach. Ce qui a changé ma vie. Incroyable. Ouais, qui était à l'époque et encore aujourd'hui, c'est un de tes sons les plus connus. Et ça a été peut-être le titre qui a le plus influencé la pop musique. Parce que je me souviens à l'époque, Rihanna a sorti plein de titres qui ressemblaient vraiment très très fort à celui-là. Et quand j'écoute aujourd'hui de la musique urbaine française, des fois, je sens encore l'influence de Sexy Beach dans la rythmique, les sons, etc. Trop intéressant. Mais oui, je sens que ça avait marqué clairement, je pense, beaucoup de monde. L'anecdote est folle, c'est trop drôle. Mais ça montre effectivement que tu avais saisi clairement une chance, une occasion. Oui, c'est que j'ai mis mon ego de côté. Ouais. Alors que, encore une fois, j'avais déjà fait, j'avais fait When Love Takes Over, j'avais fait des gros titres. Mais je savais que c'était un moment qui pouvait être un tournant dans ma vie. C'est trop bien. Et on en a parlé, on est très très amis maintenant, et on en a ri 100 fois de cette scène où j'étais en bas comme un con à attendre. Et pour la petite histoire, ce son-là en plus, ce qui est drôle, c'est que donc pendant le confinement, on était du coup confinés, premier confinement en France aussi, et moi j'avais dans ma rue, il y avait des gens en face de chez moi qui mettaient de la musique. Vraiment avec des enceintes tous les jours à 20h, donc, les gens applaudissaient pour je me souviens très bien, soignant, etc. Et après il y avait ça et un soir des gens avaient mis ce son là Sexy Beach, j'avais filmé et je l'avais mis sur, je crois que c'était sur Twitter, et le son, et je me demande même d'ailleurs si c'est pas un de tes comptes aussi qui a repartagé. Econ aussi avait répondu au truc, parce que effectivement vraiment ma rue s'était transformée en mini boîte de nuit avec ce son là qui était diffusé en 2020. C'était un peu une bonne ambiance dans un moment qui était forcément pas facile. C'était assez marrant, quoi. Moi j'essaye de faire de la musique qui rend les gens heureux, quoi. En fait c'est ça mon truc, et je crois que le succès des shows, c'est aussi ça. C'est que on se dit, ok, pendant un moment on oublie tous nos problèmes, on est tous ensemble, on ne fait qu'un, il n'y a plus de division, on est dans un truc de tolérance. En fait, les valeurs de la house music, même si ça a évolué, moi je viens de cette école-là, donc on parlait tout à l'heure du début de la house qui était dans un milieu ultra minoritaire, c'est-à-dire c'était les boîtes gays, noires, à une époque où c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc, tout le message, c'était toujours un message d'acceptation de l'autre. Et je suis... tout le message de toute ma vie, en fait, ça a toujours été ça. Et je trouve que on en a besoin plus que jamais, parce que le pays, il est quand même très divisé. Le monde aussi. C'est un peu dur, tout ce qui se passe dans le monde. Et je trouve qu'on a besoin de positivité. Et de plus de tolérance et donc à un moment d'être capable d'oublier tous ces problèmes et puis juste d'être heureux,
et de kiffer tous ensemble, c'est vachement important en fait pour l'équilibre mental. Complètement. Et même sur la question du Stade de France, c'est vrai que j'avais lu, je crois que c'était dans Le Parisien, que tu avais aussi été vigilant, en l'occurrence dans le cas du concert au Stade de France, à garder des prix aussi qui sont accessibles pour en faire une sorte de grande fête, parce qu'on sait que les prix des billets ces dernières années ont tendance à pas mal monter, que ça peut être moins accessible pour tout un tas de publics, et c'est aussi quelque chose Exactement, que t'avais voulu faire. Exactement. J'ai trouvé ça important parce que même si je vis plus en France, je suis quand même l'actualité française, je trouve que c'est un moment où les gens souffrent un peu. J'ai voulu faire des prix qui soient très accessibles pour pas qu'il y ait des gens... J'ai pas envie de penser qu'il y a des gens qui voudraient être là et qui peuvent pas parce que c'est un sacrifice trop grand financièrement. Et alors, c'est pas quelque chose que je ferais dans les autres pays. C'est parce que c'est mon pays et que ça a une signification très particulière pour moi de jouer à Paris, en plus dans la ville où j'ai grandi. Mais j'ai décidé de faire des prix qui soient très accessibles. Et le truc qui est fou aussi quand même, il faut le dire, c'est qu'en fait, on était parti sur un Stade de France. Et comme on a tout vendu tout de suite ce matin, on va faire un deuxième Stade de France. C'est incroyable. Donc ça, c'est vraiment... c'est vraiment fou. Je suis très heureux parce que j'avais vraiment peur, même pour une soirée. Et c'est top. On fait une soirée avec Black Coffee qui ouvre et une soirée où ce sera Fisher qui fera la première partie. Mais c'est fou que tu aies cette peur. Enfin, c'est vrai que d'un regard extérieur, tu vois, moi je t'ai vu jouer, je sais plus si c'est Lollapalooza ou Solidays, mais je t'ai vu jouer à un festival il y a un an, il me semble. Enfin, je t'ai vu jouer plusieurs fois. À chaque fois, il y a énormément de monde. On l'a dit, t'es littéralement le français le plus écouté au monde. Donc, c'est fou que t'aies cette peur de se dire peut-être que le Stade de France, je le remplis pas. Alors que. Enfin, comment tu sais, ouais. J'essaye. Comment dire? Tu sais aussi, on parlait tout à l'heure de comment je me positionne par rapport à mon métier, la célébrité, tout ça. C'est qu'en fait, j'ai vraiment. Comment dire? Il y a un peu David Guetta sur scène. Et puis, après, je suis un mec complètement... Je mène une vie complètement normale. Et donc, en fait, comme je sors pas énormément, je suis un peu dans ma bulle, dans ma musique, dans ma vie de famille. Et je suis pas forcément... Tu vois, je crois pas à ma propre hype. Je vois. Et donc, du coup, des fois, on me dit des trucs. Mais je te jure que ce matin, quand on m'a dit « ça y est, on est sold out », ouais. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai été complètement choqué. Et en fait, même, j'aurais pas eu le courage de faire le Stade de France si on n'avait pas eu un tel succès à Marseille. Parce que le Vélodrome à Marseille, ça a été une des plus belles soirées de ma vie. On a vendu, je crois qu'on a fait un sold out en genre 15 minutes ou 10 minutes, un truc complètement dingue. Et là, je me suis dit, bon, ok, peut-être que quand même, dans ma ville, je vais le faire. Et puis là, ça s'est tellement bien passé qu'on en fait 2. Trop bien. J'ai trop hâte de voir, c'est archi intéressant. Et de toute façon, tu nous as montré là un peu comment est-ce qu'on prépare aussi une période comme celle-ci. Parce qu'on l'a dit, du coup, là, il s'avère que tu fais quelques dates à Paris, tu as fait aussi des festivals en France, mais tu voyages beaucoup aussi pour toutes ces dates-là. J'avais posé la même question à Snake il y a quelques semaines sur la question du rythme et comment est-ce que toi tu vis cette dimension-là, le fait de voyager beaucoup avec des décalages horaires de tous les côtés, avec en plus forcément faire des shows souvent la nuit. Aujourd'hui, comment est-ce que tu navigues là-dessus et comment est-ce que tu le vis? Alors, imagine quand j'ai commencé à avoir énormément de succès, c'est-à-dire d'un point de vue mondial. Je faisais 180 dates par an. Ça veut dire que tu prends l'avion chaque jour. Et je n'avais pas le luxe. Alors, d'abord, je voyageais en commercial. Donc, ça veut dire que je finissais ma soirée, il était 6 heures du mat'. Après, des fois, j'allais quelque part où il fallait faire un changement. Donc, je prenais l'avion à 8 heures sans dormir. Et puis, j'arrivais à 10 heures quelque part. Il fallait que je sois en transit à attendre 2 heures le prochain avion. Et si j'avais peur, donc des fois, avec Jean-Guy, qui est mon manager, on disait, bon, OK, tu dors 1 heure. Et puis après, je te réveille et moi, je dors 1 heure. Parce que sinon, tu peux louper l'avion suivant. Et
c'était très, très dur. Et avec le succès, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir choisir un peu plus que plus mes dates. Et donc, je fais des périodes où je dis, OK, ben, pendant 4 mois, je vis aux États-Unis. Donc là, je fais que des dates aux États-Unis. Pendant 4 mois, je vis à Ibiza ou en Italie. Et ben là, je vais faire que des dates en Europe. Et le reste de l'année, je vais faire des tournées, comme là, dans 2 semaines, je vais partir faire une tournée en Amérique du Sud, mais parce qu'après, je vais à Miami. Okay, donc, j'essaye de minimiser les décalages horaires. Par contre, je t'avoue que, par exemple, à Ibiza, quand je fais Ushuaïa, je finis à 11h du soir, c'est très facile. Par contre, quand je joue 4 heures, je finis les 6h du matin à Universe le vendredi. Le temps que je rentre chez moi, je peux pas me mettre dans le lit et dormir comme ça, c'est pas possible parce que je suis tellement excité. Et donc, du coup, je m'endors, il est 8h, 8h30. Et ça, c'est un peu dur. Ouais, bien sûr. En fait, dans notre métier, ce qui est dur, c'est pas de faire de la musique, c'est pas d'être sur scène, c'est de voyager et c'est d'être capable d'encaisser des décalages horaires qui sont très durs parfois. Ouais, bien sûr. Et sur un sujet peut-être plus sérieux, mais qui avait touché beaucoup de monde, la mort d'Avicii à l'époque avait vraiment choqué beaucoup de monde et peut-être aussi mis la lumière sur certaines dérives ou certaines difficultés. C'est peut-être une de mes dernières questions, mais comment est-ce que toi, tu avais vécu ça à l'époque et quel regard est-ce que tu avais porté sur ça? Alors, je l'ai vécu très mal parce que j'étais ami avec lui. Et en plus, qu'on vivait la même chose au même moment. Et les gens ont beaucoup insisté sur le problème des médicaments, etc., mais en réalité, ça, c'était juste la conséquence. Le problème, et c'est un problème que connaît tout artiste qui est arrivé au top, on parlait de ce moment de I Got a Feeling, et en fait, lui, juste après moi, il a eu l'album où il a mélangé avec la country et tout ça. Et on s'est tous les deux retrouvés à des moments différents, mais très proches, vraiment tout en haut, mondialement, des artistes qui ont le plus de succès sur la planète. C'est-à-dire tu te retrouves comparé, tu vois, dans les charts, devant des artistes, tu dis non, mais c'est pas possible, quoi. Et en fait, quand tu commences, tu es dans une dynamique où tout ce qui se passe, c'est qu'une surprise. C'est une bonne nouvelle. C'est un miracle, le succès. Mais quand tu es tout en haut, au lieu d'être dans une dynamique d'amour et de passion, tu es dans une dynamique de peur. Parce que tout ce qui peut se passer, c'est que ça redescende. Et donc, en fait, tu essayes de retenir ce succès. Et ça, c'est hyper angoissant. Et c'est ce qui fait que tous les artistes pètent complètement les plombs. Et on se demande pourquoi les artistes qui ont eu autant de succès se suicident, prennent des drogues et ça. Et alors moi, je suis jamais allé dans la drogue, mais j'ai vraiment connu ce que c'était d'avoir des crises d'angoisse et de vivre très très mal. Et j'en ai beaucoup parlé avec Avicii parce que j'ai essayé de l'aider et je voyais malheureusement sur la fin de sa vie, c'était vraiment horrible. Je l'ai vu moi ultra maigre, mais c'est-à-dire que ça me faisait mal et j'essayais d'intervenir avec ses amis, sa famille, son manager pour lui parler et essayer de partager mon expérience. Je comprenais tellement ce qu'il traversait et malheureusement ça a pas été suffisant, mais en fait avec l'âge j'ai pris un recul. Et je t'expliquais tout à l'heure, aujourd'hui, je sais que c'est pas moi qui choisis. Donc moi, je fais ce que j'aime et je laisse le public choisir. Et des fois, ça va faire un flop et des fois, ça va avoir du succès. Et c'est pas grave. Ce que tu veux et c'est ça. Et en fait, on a l'impression que c'est tellement plus grave que ce que ça n'est en réalité. Ce que les gens oublient. Mais quand tu es artiste, et je pense que pour toi, c'est pareil. Quand peut-être, des fois, tu cartonnes sur une audience et puis des fois, tu te plantes, on a l'impression que c'est la fin du monde. Mais en fait, non.
Non. Oui, c'est sûr. Et les gens sont aussi sur autre chose et c'est comme ça, quoi. On va terminer l'interview avec quelque chose de beaucoup plus léger. C'est un format d'un oui-non. Le principe, c'est très simple. En 60 secondes, je te pose des questions très chill, pas de questions pièges. Et l'idée, c'est de répondre oui, non ou passer, si tu veux passer ou dire joker sur une question. Est-ce que tu écoutes tes propres sons dans la voiture? Jamais. Est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter la musique? 100 fois. Est-ce que tu as encore le trac avant de monter sur scène? Moins. Est-ce que tu étais populaire au lycée? Oui. Ok. Est-ce que jouer sur le Champ de Mars devant 80 000 personnes pour l'Euro 2016, c'était ton plus beau moment en tant que DJ? L'un de tes plus beaux, peut-être. Un de mes plus beaux. Un des plus beaux. Est-ce que tu peux reconnaître un hit à la première écoute? Pas toujours, mais très Ok. très souvent, oui. Très bien. Est-ce que tu as déjà accompli tous tes rêves? Oui. Très bien. Est-ce que ça te manque l'anonymat? Parfois, celui-là. Non. Non, ça va, très bien. Est-ce que tu as des rituels avant de monter sur scène? Oui. Très bien. Est-ce que tu mixes encore parfois juste pour tes potes? Ou des proches Je joue de la musique. Alors sans mixer, mais je joue de la musique. Très bien. Il en reste quelques-unes. Est-ce que toi aussi t'attends le retour musical de Rihanna? Ah, mais à 100%. En plus, à chaque fois, il m'appelle en me disant ça y est, on sort un album, tu peux nous envoyer des prods, et puis ça se passe jamais. Dernière question peut-être. McFly et Carlito, est-ce qu'ils ont bien mixé à Ushuaïa? Ah, ils ont déchiré, mais c'était choquant carrément. Très bien, très bien, très bien. Ils kifferont le retour. Merci beaucoup, David. Non, c'était un plaisir, c'était super intéressant. C'était super. Franchement, c'était passionnant. Merci pour ton temps. C'était Non, génial. et merci pour tout ce que tu fais, et je vais en profiter pour te piquer Et franchement, une tout ça est pour pâtisserie toi. française, je vais en profiter. Ça vient de la boulangerie, c'est bon. Merci beaucoup, David. Merci.